La première réaction des entreprises états-uniennes, c'est d'aller encore plus vite. Ils produisent de plus en plus avec une hausse de 5 à 6% de productivité dans certaines industries, notamment parce qu'elles n'ont jamais autant investi dans la technologie. Les dépenses en data center, en intelligence artificielle, en automatisation explosent. Les investissements dans les infrastructures d'IA ont elles aussi été multipliés par 4 en 5 ans. Mais ce boom n'a pas vraiment créé d'emplois, pas à long terme, puisque le modèle, ce sont des zones industrielles light out, qui produisent 24 heures sur 24, pilotées à distance, sans ouvriers sur place. Dans les ports, dans les entrepôts, dans les industries, dans la livraison, les robots remplacent petit à petit le travail humain. Sauf que moins de travail humain, ça veut dire moins de salaire distribué. Et moins de salaire, ça veut dire moins de consommateurs solvables. Les marges stagnent puisque la productivité sans pouvoir d'achat ne relance rien. Et c'est le début d'un cercle vicieux. La rentabilité du produit baisse, donc on investit dans les machines pour compenser. Ces machines réduisent la masse salariale, les gens sont virés, donc ils ne peuvent plus acheter le produit, donc la demande globale recule et la rentabilité du produit stagne à nouveau. C'est pour ça que cette stratégie ne fonctionne pas à long terme. Alors face à la crise, les dirigeants états-uniens essayent d'autres stratégies. Depuis 2 ans, les raids de l'ICE, la police de l'immigration, se sont multipliés dans les villes états-uniennes. Des descentes filmées en plein jour, dans les rues, dans les lieux de travail, des hélicoptères, des camions banalisés. On ne parle plus de simples contrôles, ce sont des opérations militaires. Des millions de sans-papiers travaillent dans les champs, dans les bâtiments, dans la restauration, dans le nettoyage industriel. Sans eux, une partie de l'économie états-unienne s'arrête. Oh, What do you want? I can breathe. Please, the name of it. I can breathe shit. L'assassinat de George Floyd, étouffé sous le genou d'un policier à Minneapolis, a déclenché en 2020 la plus grande vague de protestations de l'histoire du pays. Entre 15 et 26 millions de personnes participent dans plus de 2000 villes et jusqu'à 60 pays. C'est ce qu'on a appelé le mouvement Black Lives Matter. Suite à ça, les autorités reprennent dans la violence avec des blindés, des drones, des couvre-feux. Ils reprennent les quartiers, ils reprennent les rues, ils reprennent les villes. Puis le 30 septembre 2025, à Quantico en Virginie, Trump a convoqué 800 hauts gradés de l'armée états-unienne, un rassemblement hors norme pour annoncer que certaines villes du pays allaient désormais servir de terrain d'entraînement pour les forces militaires. Comme toujours, ce discours de l'ennemi de l'intérieur conduit aussi à désigner des ennemis de l'extérieur. As president, I have therefore made a deliberate and strategic decision. As we end today's wars, I have directed my national security team to make our presence and mission in the Asia-Pacific a top priority. As we plan and budget for the future, we will allocate the resources necessary to maintain our strong military presence in this region. The United States is a Pacific power, and we are here to stay. De manière plus spectaculaire, depuis plusieurs mois, l'armée états-unienne mène des frappes à proximité du Venezuela, provoquant la mort de civils et des incidents diplomatiques. Le pouvoir états-unien prétend que c'est contre le trafic de drogue, mais l'objectif réel est de garder la main sur les flux pétroliers et sur les ressources énergétiques de la région. Tout cela répond dans une même logique. Quand l'économie s'essouffle, c'est la guerre qui sert de soupape. Elle absorbe le chômage, relance l'industrie, justifie les budgets militaires. Elle crée une unité nationale artificielle. Le 18 octobre 2025, des millions de personnes ont manifesté aux États-Unis, dans plus de 2700 événements coordonnés à travers les 50 États. Une seule revendication scandée, No Kings. Le message est donc clair. Pas de roi, pas d'homme providentiel, la souveraineté c'est nous. Le mouvement avait déjà performé le 14 juin 2025 avec des rassemblements de plus de 2500 villes et presque 7 millions de personnes. Mais les rassemblements ne sont pas les seuls débouchés. Dans de nombreuses villes, 20 à 50 personnes se réunissent chaque semaine dans une église, un centre social, une salle d'école pour parler de leur quotidien. Les raids de police, les couvre-feux municipaux, les expulsions de locataires. Ils mettent en place des cantines populaires, des hébergements, des caisses de grève, des cellules juridiques, des moyens de communication avec des boucles Telegram ou bien des groupes de liens avec des travailleurs, avec des médias. Tout ça en lançant aussi des actions. L'idée est d'organiser une base populaire, durable,
pas juste une démonstration de nombre. Dans ce cadre, on a aussi de l'autodéfense communautaire. Des patrouilles de quartier comme les Brothers on the Block à Détroit veillent collectivement, distribuent de la nourriture et font de la formation au droit. Mais il y a aussi des grèves de soutien aux mobilisations et des travailleurs sans papier, comme la grève des métallurgistes à Chicago. Ce qui a été abandonné ou attaqué par l'État est repris en main par le peuple, parce que la barbarie n'est pas simplement produite par le système, elle crée aussi les conditions d'organisation de sa remise en cause. Et c'est bien qu'autour de Trump, certains républicains franchissent une nouvelle ligne. Ils appellent désormais à exécuter leurs opposants politiques. In a stunning moment, Pam Bondi just said they're going to start executing American citizens who they deem as being Antifa. She said, just like we're doing with the cartels, we're going to do the same thing with Antifa. Mouvement. Il y a donc des forces populaires, il y a des forces syndicales aussi, et elles pourraient se coordonner pour se positionner par exemple contre la guerre ou pour la démocratie directe. Autre symptôme de crise, pour reprendre le devant de la scène politique face à Trump et la montée de la pauvreté, une partie du Parti démocrate est prêt à se radicaliser. Les Democratic Socialists of America, le DSA, prend davantage de place, comme des figures avec Zoran Mamdani, récemment élu à New York, ou le maire de Chicago, Brandon Johnson, qui appelait récemment à organiser une grève générale. Et si ça arrive, c'est parce que ces élus sont poussés par la radicalisation de leur base et par la gravité de la situation sociale. Est-ce que l'établissement démocrate va reprendre le dessus? Est-ce que les luttes populaires et syndicales vont parvenir à se coordonner et être offensives? Ça va être l'enjeu de ces prochaines années. On te dit c'est la démocratie, c'est-à-dire que la démocratie, si elle donne un Bolivarien, tu le kidnappes. Si tu refais la démocratie, que ça redonne un Bolivarien, tu le rekidnappes, jusqu'à ce que ce soit plus un Bolivarian, tu dis c'était la démocratie. Enfin, c'est n'importe quoi.